Bonjour et bienvenue dans Certains l'aiment à chaud, l'émission qui renifle les films à la sortie. Encore une semaine en extérieur. Les cinémas sont toujours ouverts, on en profite. Et en plus, ils sont pas bondés. Ce plaisir de voir un film avec un masque, de se cacher derrière quand le film est nul. Oh, c'est génial, moi j'aime beaucoup. Soit c'est ça ou ta capuche, donc c'est le rituel de Marwan, quoi. Explique-leur un petit peu mon rituel. Plus le film est mauvais, plus tu refermes ta capuche à chaque fois et à la fin tu regardes plus le film et ça se voit. Apparemment, je disparais. Et à la fin tu disparais, c'est ça. Vous l'entendez ? Celui dont le micro faisait des montagnes russes pendant nos émissions en ligne. Marwan, salut Marwan. Oui, en fait c'était à cause du Covid. En gros, je l'avais et puis ça faisait des trucs bizarres sur le micro. C'était ça, une transition. Alors que là, tu as humé l'odeur du film français, donc tu es venu. Ah bah totalement, il fallait bien péter un câble avec les copains et pas tout seul. Et c'était le moment important de revenir vous voir. Mais celui qui nous fait tourner la tête, car notre manège à nous, c'est lui, c'est Thierry. Alors attends, parce que en fait le problème c'est que bon, je vois ce que c'est que ce morceau, t'inquiète pas, mais c'est aussi la pub des chocolats c'est moi. Donc je sais pas à quoi tu penses. Là quand tu fais cette comparaison. Je savais pas, mais que tu connaisses la musique des chocolats c'est moi, ça en dit long. J'ai pas regardé la télé depuis 15 ans, donc c'était la pub des chocolats c'est moi il y a 15 ans, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, pas beaucoup de sorties, il y a eu que 5 films sortis. On verra pas les 5, hein. On n'a pas, hélas. Mais on a choisi 3 films qu'on espère bien. On est en début de journée, pour une fois on enregistre un peu avant. On sort du premier film. On a vu Jumbo avec Noémie Merlan et un manège. On a vu Les Parfums avec Miss DeVos et son chauffeur. Il y a des références, t'as vu? Il est bon, hein. Il est en forme. Et Irrésistible de Jon Stewart, le mec du Daily Show, avec Steve Carell, qui bossait avec lui sur le Daily Show. Cool. Oui, c'est Thomas, je suis en train de monter l'épisode. Et alors je vous annonce qu'il n'y a pas 3 films, comme ce que j'ai pu dire pendant l'enregistrement, mais 4, parce qu'on en a rajouté un 4e entre-temps. Une surprise en avant-première pour vous, un film qui sort la semaine prochaine, la semaine du 8 juillet. Je ne vous dis pas lequel. En même temps, si vous avez lu le titre et la description, vous savez duquel il s'agit. Mais bon, pour les autres, surprise, on peut y retourner. Bonne écoute. De la comédie, du film français, je pense qu'on va se régaler aujourd'hui. Attachez vos ceintures, c'est parti pour un tour. Salut toi, ça te va si je t'appelle Jumbo? Est-ce que on peut faire un tour? J'aimerais bien te parler de quelqu'un. Il est où? Ici. Ici où? C'est pas pour du sexe, c'est autre chose. C'est une blague, non? Je ressens des choses que j'ai jamais ressenties pour personne. Ça t'amuse de te foutre de moi ou t'es juste complètement malade dans ta petite tête? Il peut bien. On en profite. Jumbo de Zoé Whittock avec Noémie Merlan. L'adaptation de cette célèbre histoire avec Noémie Merlan dans le rôle de l'éléphant volant qui... Non, c'était pas ça. Faut me prévenir les mecs. C'est la petite blague du jour en fait. On avait envie de t'embêter un peu avec ça. C'est l'amour entre une femme et puis un éléphant. Non. Mais pas loin. Voilà. Dans Santa Sangre de Jodorowsky, il laisse bien supposer qu'on se tape des éléphants. Tu sais, y a pas de... Quelque chose me dit que ça aurait moins choqué les protagonistes de ce film. Ouais, ça m'a quand même moins choqué que ce qu'on a vu là. Hein. Waouh. Non, soyons sérieux avec Jumbo un peu. Jumbo, l'histoire de Noémie Merlan qui joue Jeanne et qui travaille dans un parc d'attractions et qui tombe folle amoureux du Move-It. Une espèce de centrifugeuse qui en plus retourne la tête, donc c'est un méga gerbotron en gros, et qu'elle appelle Jumbo. Ça ressemble aux rangers de certaines fêtes foraines, ça va beaucoup moins haut par contre et ça tourne plus, j'ai l'impression. Oui. Enfin, en gros, ça t'envoie en l'air et ça te fait tourner la tête, donc... C'est ça, ouais. C'était le retour de Thierry, professionnel de parc d'attractions depuis 1987. Ouais, moi c'est toujours attraper, si tu te tires, t'as une peluche. Bien, justement, est-ce que c'est un film qui décroche le pompon ou au contraire, est-ce que c'est un voyage dans le train fantôme pour le spectateur? Certains adoraient, d'autres ont détesté. On pense à Ellie. Vu comment ça se regarde, c'est plutôt la galerie des glaces. Waouh!
Ah merde, donc du coup ça va de commencer. Non, mais, non, j'ai pas envie de commencer parce que j'ai pas si détesté que ça. Ah ouais, parce qu'il nous dit là, depuis tout à l'heure, depuis qu'on est sorti de la salle, il râle. Non, c'est pas bien, mais on va se mettre à l'abri. Dépêchons-nous, comme ça on ira plus vite. Voilà. Donc ouais, alors là ça va être compliqué à improviser. Ah ok. Non, en réalité c'est un film assez épuisant dans plusieurs aspects. C'est-à-dire que c'est un film qui se veut inspiré de classiques du cinéma et puis il fait ah bah tiens regardez là j'ai fait une référence à Raconte du troisième type de Spielberg. Ah bah regardez là j'ai fait une référence à Under the Skin de Jonathan Glazer. Ah tiens j'ai fait une référence là, regardez comment c'est beau. Et le pire du pire, et là je suis gentil, là c'est que genre le visuel, c'est les néons, genre le côté des couleurs néons et puis après on passe pour montrer un côté artiste. C'est le manque, en fait on sent que c'est du collage constant dans ce film. Il n'y a pas vraiment d'inspiration, il n'y a pas vraiment d'appropriation. Et c'est vraiment dommage. Et dans tout ça, il y a Noémie Merlan qui, d'habitude, j'aime son jeu d'actrice. Mais ici, c'est du surjeu constant. L'histoire est écrite avec des grands pinceaux pour peindre des bâtiments. Non, c'est vraiment très compliqué. Vraiment, j'ai vraiment eu du mal. Ça tire en longueur, c'est épuisant. Et j'ai vraiment compris pourquoi ton ordinateur s'est arrêté au bout de 10 minutes, tu vois. En réalité, je pense que c'était un plaisir. En fait, il est passé sur le festival de Champs-Élysées et sur internet. Et en fait, Thomas l'a vu dessus, mais il a vu 10 minutes, je crois, un truc comme ça, parce que son ordinateur la connexion a débugger. Et je pense que c'était pour toi, pour vous éviter de souffrir davantage. Non, c'est vraiment pas à voir, c'est vraiment mauvais. Voilà. Alors oui, pendant que tu parlais, alors tu es maudit, parce que sur internet quand tu parles, ça bouge dans tous les sens. Là il y a la pluie qui nous a surpris, donc les gens essayent de se réfugier dans le cinéma, mais en passant par la sortie, donc ça ne s'ouvre pas, et donc ils crient parce que ça ne s'ouvre pas. C'est normal, c'est la sortie. Oui, effectivement, on a compris, tu fais référence au fait que, oui, quand il est passé au Champs-Élysées Film Festival en ligne, j'ai essayé de le voir et avec ma connexion pourrie, ça n'a pas marché. Il n'est pas passé que au Champs-Élysées Film Festival, il était à Sundance aussi. Ah bah tiens. Cette année. Et il était sélectionné aussi cette année pour la Berlinale. Ah, c'est moins drôle déjà. Et oui. Premier film de Zoé Whittock, ça se sent un peu, tu me disais aussi, que c'était un premier film, parce que dans les références... Ça fait très... En vrai, je pense que j'aurais apprécié dans un court-métrage. Et c'est souvent cette idée de quand on a un concept, quand on a vraiment une idée à écrire et à développer, il faut savoir le faire sur 1h30. Et c'est pas facile. Et voilà, il faut avoir du talent. Il faut avoir de l'expérience. Et là, en réalité, un court-métrage aurait largement suffi parce que 10-15 minutes sur une histoire et tout, parce qu'en réalité, ça tire en longueur, comme ma manière de raconter le truc. Vous voyez que là, vous vous ennuyez maintenant. Mais voilà, ça tire en longueur, ça n'arrête pas de vouloir essayer de développer une relation entre les deux personnages. Mais on ne sait jamais vraiment quels sont les mots, on va dire, de la fille qui est un peu... On ne sait pas si elle a des problèmes psychologiques, on ne sait pas si... en fait, on sait rien non plus. C'est pas expliqué et c'est très compliqué à suivre. On laisse sous-entendre vers la fin du film que, en fait, oui, il se pourrait bien qu'elle soit suivie par des médecins. Mais ah non, ça je l'ai pas du tout ressenti comme tel et pour moi c'est pas du tout ça le sujet. Pour moi, elle a pas du tout de problème, c'est juste qu'elle est extrêmement introvertie parce qu'elle se sent pas épanouie du tout et qu'elle trouve une source d'épanouissement là. En fait, moi, c'est pour ça que j'aime bien le film, c'est parce que j'aime bien ce qu'il raconte et j'aime pas la façon dont il le fait. Mais j'aime beaucoup ce qu'il raconte en fait. Pour moi, ça peut, ça joue une métaphore absurde en fait sur la sexualité et sur les sexualités qu'on considère comme secondaires encore aujourd'hui, les sexualités annexes en fait. Et ça essaye de porter un message avec beaucoup de combats et peut-être un peu trop du coup. Et c'est juste une façon de dire ce que vous considérez comme anormal ne l'est pas forcément parce qu'au bout d'un moment, c'est la vie de cette personne et qu'est-ce que ça peut vous foutre. Et pour moi, le film se tient juste là-dessus en fait. Donc du coup, non, elle a absolument aucun problème psychologique. C'est juste que elle a une sexualité différente, elle a un épanouissement différent et on considère pas ça comme normal. Mais en même temps, qui est-on pour le faire? Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le message du film. Mais ouais, dans le rendu. C'est vrai que c'est très arty et moi le côté arty ça me saoule très très rapidement, surtout quand ça veut tellement jouer une métaphore que ça tue à la gueule que c'est beau en fait et que ça oublie que c'est censé te raconter quelque chose. Et c'est vrai que du coup tout ce que ça oublie c'est ce qui manque au film. Donc en effet un petit peu de développement de personnages qui pour le coup aurait perdu moins de monde, joue un peu moins sur les archétypes parce que bon, Emmanuelle Berco on a bien compris qu'elle savait hurler donc du coup qu'est-ce qu'elle joue? On l'a fait jouer une hystérique parce que c'est facile. Emmanuelle Berco on lui dit toutes les 3 secondes tu t'énerves et tu gueules, bon voilà. Et c'est quand même dommage quand tu sais que ces gens sont capables de faire autre chose. je l'ai pas trop senti hystérique. Dépassé par la situation, oui, hystérique non. Un peu de moments où ils la mettent en avant, ils la font gueuler, ils la font rentrer dans des mini-cercles de violence.
Et je trouvais qu'elle était dans une semi-zone de confort en fait. C'est que soit il lui disait tu fais rien du tout, soit bah pof tu fais juste ce que tu sais faire. C'est dommage. Mais non, après son personnage en plus c'était intéressant. Mais oui voilà, moi je vois ce que ça veut raconter et ça m'énerve parce que j'aime beaucoup ce que ça veut raconter. Et je sais que ça soit raconté comme ça. Et oui, faire une métaphore avec une nana amoureuse d'un manège, mais pourquoi pas en fait. C'est métaphore, oui et non, parce que c'est quand même inspiré d'une histoire vraie. Oui. C'est histoire inspirée de cette femme qui avait voulu épouser la Tour Eiffel. De ce que j'ai lu autour du film, ça parlerait d'objectophilie. Voilà. Et donc, voilà, que ça serait présent chez des personnes qui soit se présenteraient des troubles autistiques, enfin, de l'autisme ou bien d'une hypersensibilité, et que ça découlerait parfois d'un trauma. Alors là, bon, on ne sait pas s'il y en a eu un ici. Et puis c'est vrai que visiblement c'est ça, c'est comme le dit Thierry, c'est pas trop la question. Quelle est l'origine et quel est son état en fait? Finalement, on dit qu'elle voit des médecins, mais on n'en sait pas plus et on verra jamais ce médecin d'ailleurs. Et donc c'est pas ça. Et oui, et donc il y a cette histoire d'amour avec le manège, avec des fluides noirs, avec de l'esthétisme, avec des trucs qu'on a l'impression d'avoir déjà vu effectivement. Et là, ouais, des fois, et c'est maladroit parce que bon, entre ceux qui sont partis de la salle et ceux qui ont rigolé, je pense pas que ça soit l'objectif du film. Ouais, surtout qu'en plus, en fait, ce qu'il y a, c'est que autant on va quand même développer la relation entre elle et Jumbo, mais tu sens que c'est pas forcément ce qui intéresse la réalisatrice. Ce qui intéresse la réalisatrice, c'est de te montrer les points de vue autour d'elle, en fait. Donc le point de vue de sa mère, le point de vue de son pseudo-copain là, qu'elle se découvre qui est son patron, le point de vue des gens qui l'entourent, là, de ces espèces de 3 jeunes qui déboulent tout le temps de nulle part pour la filmer et se foutent de sa gueule. C'est quand même génial pourquoi les gens écoutent de la merde. Et, Parce que quand tu écoutes de la musique fort dans la rue, il faut que ça soit de la merde. C'est une règle universelle, on te l'a dit. C'est vrai, tu me l'as déjà dit plein de fois. Et tu as raison. Et non, voilà, donc du coup, c'est ça qui intéresse la réalisatrice, c'est les regards autour d'elle, comment les gens vont concevoir ce truc, comment les gens vont la juger en fait en fonction de ce qu'elle fait. Sachant que le message, c'est la jugez pas, laissez-la vivre sa vie. Et du coup, ouais, ça nous porte tout le temps ce panel, mais du coup, on est tout le temps à la fois intériorisé là-dedans, parce que de temps en temps, on te fait une scène ultra métaphorique avec oh, regardez, j'ai du cambouis qui me tombe sur la gueule, il y a des vibrations, c'est génial. Mais la plupart du temps, on rentre pas là-dedans, parce qu'on reste en extérieur pour te dire qu'il y a quand même des gens qui la regardent et qui la jugent. Et je trouve qu'il y a un côté, alors je sais pas comment ça s'est passé pour cette nana qui était amoureuse de la Tour Eiffel, si elle s'est inspirée énormément de ça, enfin jusqu'au détail ou pas, mais et ce qui est dommage, c'est limite les personnages secondaires, par exemple son patron là, qui la drague, avec qui elle couche une fois, et du coup aussi c'est une manière pour elle d'exulter ça et de se rendre compte que c'est pas ça qui lui plaît, que la relation monogame avec un mec c'est pas ce qui l'attend et qu'elle est heureuse là-dedans. Mais on n'était peut-être pas obligé d'en faire un énorme connard, ça aurait été sympa à la limite d'en mettre quelqu'un de sensible avec qui elle pouvait avoir une attirance potentielle et de se dire bah non en fait il a beau être le mec le plus gentil de la terre, il me plaît pas. Non, le mec est un gros con quand même. Hein. C'est un bof. C'est un gros bof, mais c'est pas un connard, je trouve. Non, il est bof, il est maladroit, il est un peu lourd, il est un peu forceur. Il est un poil forceur, ok, très bien, mais sinon, on a vu pire connard. Pour moi, un poil forceur déjà, c'est bon, tu tombes dans une sale catégorie. Hein, voilà, je vais être un peu radical là-dessus, mais tu forces, c'est bon. Après, le grand souci aussi, c'est également que le film rebondit de stéréotype en stéréotype, même que ce soit par rapport à des phrases clichés qui sortent comme ça, ou et même un truc qui m'a fait rire, c'est que je pensais à un moment donné, au début, je pensais quand les lumières commençaient à s'allumer, je pensais qu'en fait le film allait se baser, c'était con, hein, à quel point on est mal dirigé dans le film, c'est que je pensais que à la fin ça allait être des mecs qui allaient se foutre de sa gueule en mode c'était un gag ou un truc filmé, parce que vraiment, moi je trouve qu'on est jamais, c'est trop flou tout le long, et à un moment donné, au bout quasiment d'une heure, tu comprends ce qui se passe réellement, quoi. Est-ce que le manège qui bouge c'est dans sa tête ou est-ce que c'est pour de vrai? C'est ça la question que tu te poses. Oui. Il n'y a pas vraiment d'avoir besoin de réponse à ça. À la fin, on en a une, parce que t'as la mère qui a vu genre les lumières s'allumer pendant un instant, et elle a bugué, et puis elle fait oh mais qu'est-ce qui se passe? Et je sais pas, en gros c'est Sundance, excuse-moi, c'est genre le cinéma indépendant, c'est il faut de la métaphore à tout prix. En gros c'est juste pour dire qu'elle a compris entièrement l'enjeu de la sexualité de sa fille. Et donc non, je trouve ça dommage, c'est très gras, c'est très bas, c'est très dans la métaphore, c'est dommage. Moi c'est vrai que j'étais très perdu, j'ai pas compris tout de suite quel âge elle avait parce qu'elle était lookée très très jeune, elle se fait bolosser par des mioches, enfin par des ados là. Et puis ça revient en plus, ce gimmick. Les mecs qui sont là, ils sont dans une réunion dans une fête de l'entreprise. Les mecs qui sont là dans un coin, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils branlent là ces mecs quoi. J'imagine trop Noémie Merlan genre au César qui va récupérer son prix. Au moment où elle se lève pour les récupérer, t'as les gars, Noémie, ouais ta culotte.
Non mais c'est ça, t'as les gamins qui jouent dans le coin, tu dis mais qu'est-ce qu'ils foutent là les gars? Et un stéréotype que j'aime pas également, c'est le coup du dès qu'il se passe un truc, tu sais pas comment les gens sont prévoyants, ils sortent leur téléphone en mode oh regarde, il se passe un truc dangereux et tout le monde avec leur téléphone. C'est des jeunes qui veulent se foutre de sa gueule donc Oui, genre même dans le public, t'avais tout le monde qui était avec leur téléphone alors qu'il y avait une seconde. c'est une cérémonie, tu te fais chier, t'as ton téléphone à la main, c'est normal. Ouais, non, c'est clair. Oui. Sentez-vous cette odeur? Subtile, délicate, une comédie française. J'en peux déjà plus, allez, tiens. C'est terrible comme journée. Je viens vous voir, retour au cinéma avec Claque, et là, 2 films français, un film arty qui sait pas où il veut aller, et puis là une comédie. Là, je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais c'est inquiétant. Hein. Je sais pas si je vais revenir avec vous, parce que là... Il y a Steve Carell dedans, dans la 3ème comédie d'après. Oui, mais ça, je suis pas sûr d'être là avec vous, donc je vais pleurer. Là. Bon bref, t'as été déçu par Jumbo dont on vient de parler, et là on va parler des parfums. C'est qu'elle m'a déjà envoyé 3 chauffeurs. Hein. Ah bon Vous allez m'aider à changer les draps. Mademoiselle Valberg, je suis chauffeur. Je suis pas là pour changer vos draps. On va en Alsace. Ça vous ennuierait de m'expliquer ce qu'on vient de faire? Je suis née. Vous savez ce que c'est? Née. Oui, je sais ce que c'est. Vous m'aidez pas à monter mes valises? Fumez pas, portez mes affaires. Non mais juste dire merci. Et bonne soirée. Pourquoi vous avez raconté à Arsène que vous vouliez que ce soit absolument moi qui vous conduise? Et vous, pourquoi vous êtes revenu? Parce que j'ai pas le choix. Parce que j'ai une petite fille de 10 ans et que si je veux la garde partagée, j'ai besoin de travail. Ça sent quoi? Ah ben ça pue. La colle à papier peint, vous savez. Benzaldéhyde. Benzel. Alors, on en discutait en off, vous me disiez, une comédie française c'est comme une andouillette, pour que ça soit bon il faut que ça sente un peu la merde. Là on n'était pas dans ce genre de comédie, c'était pas une comédie fond bleu, enfin écriture jaune sur fond bleu, c'est pas ça. Là on était avec Les Parfums de Grégory Magne, avec Emmanuel DeVos et Grégory Montel. Grégory Montel que vous avez sûrement vu dans la série 10%. Ah, ça y est, d'accord. C'était là. Moi je l'aime beaucoup, hein. De base c'est un bon acteur mais il joue toujours la même chose donc après... Du coup, est-ce que c'est un bon acteur? Si- Vous avez 2 heures. Non, s'il sait faire bien comme il faut ce rôle-là, bah oui, en vrai. Après, peut-être que c'est juste lui. C'est possible aussi. Je ne sais pas, en tout cas, je faisais une petite blague sur Miss DeVos et son chauffeur dans l'intro. Green Book aussi. Et Green Book aussi, c'est un film de chauffeur en fait. C'est l'histoire d'un client qui est enfermé dans son monde qui est un peu hautain et de loin, et un chauffeur qui va lui apprendre un peu les choses de la vie, mais du coup en même temps le chauffeur va éduquer, enfin le client va éduquer son chauffeur, donc c'est une éducation mutuelle, c'est un partage. Là on a Emmanuel DeVos qui est né professionnel. Voilà. Elle est née genre à la naissance, elle était professionnelle, c'est ça? Oh, bordel, j'étais sûr qu'on allait faire cette blague, s'il te plaît. Non, elle a du naso. Elle hume. D'accord, j'avais pas compris. Attends, il faut parler en langage marron. Comme Alain Chabat dans Prête-moi ta main. Tu vois, Alain Chabat, il est rigolo. Mais il est né, voilà, c'est pareil. Ok, c'est bon, j'ai compris. Je croyais m'être trompé de salle en fait, mais c'est bon. Voilà, comédie parce que c'est pas tragique non plus. C'est pas non plus un drame, hein, faut pas déconner. C'est, il y a un subtil soupçon d'humour par moment, des légères touches. C'est l'entre-deux chiant, quoi, c'est ça? C'est ça. Tu parles d'un mammouth qui se promène de temps en temps et qui fait du bruit en mode c'est drôle, c'est drôle. Non, c'est la petite pique cinglante comme ça, le petit pince sans rire pour dire qu'elle est hautaine. Oui, elle peut pas faire des vannes grasses, elle, c'est des trucs. Emmanuel DeVos dans une comédie grasse, ça me ferait trop marrer, quoi. Si tu nous écoutes, Emmanuel, n'hésite pas, rien que pour nous. Bon bref, elle est hautaine, elle est enfermée, elle ne voit pas les gens, alors que lui, il est chauffeur, il a besoin de pognon pour pouvoir accueillir sa fille chez lui. Par contre, je trouve qu'il mange bien pour un mec qui a 20 de pognon. Hein. Les notes de frais. Ah bah probable, j'espère. Hein. Non, mais c'est pendant les scènes où il emmène sa fille pour manger par exemple, ou les scènes, voilà. C'est pour son anniv, ça va. Quand t'as besoin d'argent, tu vas au McDo. Hein. Ouais, pas pour un anniv, ça va. Quoique McDo fait son business là-dessus, mais justement, qu'est-ce que vous avez noté comme fragrance? Qu'est-ce que vous avez noté comme fragrance, et non pas flagrance des trucs, comme fragrance dans cette œuvre? Ça sentait quoi? Ça sent un peu le diffuseur d'air que je mets dans ma chambre pour être serein au moment où je passe, tu vois, vers mes notes de sommeil.
Voilà, c'est pour dire que ça m'a vachement donné envie de dormir quand même de mater ce film. Hein. Ça sent la tisane. Ça sent la tisane, ouais. J'avais l'impression, ça sent un petit peu je sais pas, quand il fait vraiment chaud, cette chaleur, cette odeur d'humidité bizarre, on a l'impression que tout est au ralenti. C'est ça en fait, ce que je sens. L'air qui ralentit comme en été, la canicule. Alors pourtant, se peler dans la salle, mais ça, c'est encore autre chose. C'est ce qui nous a maintenus éveillés. Hein. C'est vrai. Je pense que c'était fait exprès, il y avait un contrat. Ça et le fait de voir qu'il y avait Sergi Lopez au casting. Et comme dans Fille de joie, j'étais très content de me dire qu'on allait voir Sergi Lopez. Sauf qu'il apparaît dans le quart d'heure de fin. Donc du coup, j'étais moins content. En plus, vu il quitte jamais la chambre d'hôpital, ça a dû être tourné en une après-midi. C'est ça, c'est clair. Il est arrivé, il a eu un décor, de toute façon, bon voilà. Un peu comme Gustave Kervern, tu vois, j'étais, ah putain, trop bien, Gustave. Ah, il joue le patron des VTC. Bon, ouais, d'accord, on va le voir bouffer dans un restaurant chinois, et c'est tout. C'est assez marrant parce que la deuxième fois que tu le vois de dos avec des baguettes dans la main, et ensuite, dans toute la scène, il bouffe ses bouffées à vapeur à la main en ayant rien à foutre. Donc tu t'es dit, ils ont pris un plan blaguette au cas où, il a dû dire, vas-y, les baguettes, ça me saoule, j'ai envie de bouffer les bouchées comme ça. Même ça, les deux, ils sont à l'affiche, mais tu dis, ouais, ils ont dû tourner quoi, allez, 2 jours maximum pour Kervern, mais... Pourquoi pas après, c'est pas forcément un mal ça, mais c'est vrai que bon, ça aurait, j'aurais bien aimé le voir un peu plus. Après oui, le film tourne pas autour d'eux, tu pouvais pas en faire grand chose de plus quoi. Oui, voilà. Bien que ils étaient bons, hein. Ils auraient apporté un peu plus de cachet au film. Et Ragno. non, là on va nulle part si personne peut savoir qui c'est. Et le chien de la scène 12, enfin je veux dire... Bon, est-ce que au moins le sujet des odeurs, le nez est bien exploité? Parce que le nez, c'est une profession qu'on voit pas très souvent, finalement, les odeurs. Est-ce qu'on tourne justement sur la nostalgie de l'odeur, l'odeur du savon qui rappelle la colonie de vacances, le gazon coupé qui rappelle l'enfance à la maison dans le jardin de papa? Et on apprend des choses, hein. Par exemple, on ne vous le dira pas comme ça si vous avez envie de le voir. Vous découvrirez des choses, mais on comprend pourquoi l'herbe coupée propose une odeur différente. Voilà. Allez ou allez faire votre propre recherche sur Wikipédia, ce serait pareil. Non, c'est vrai qu'on apprend quand même. Non, enfin, en soi, oui, le métier de nez, je vais pas trouver ça inexploité. Au contraire, c'est vrai que c'est vraiment au cœur du récit. Pour le coup, ça va dès le début, puisque dès le début, il l'emmène dans une grotte où elle est censée reproduire les fragrances de la grotte. Il l'amène à Lascaux. Oui. C'était la grotte de Lascaux. J'ai même pas capté que c'était Lascaux. Je sais pas, ils sentent 3 stalactites. Il y avait des peintures rupestres au mur. On les voit à peine. Il parlait de la... bah oui, on voit les peintures rupestres, ils sont dans une grotte et après elle explique qu'ils font la grotte à l'identique, ce qui est le cas de Lascaux. Ils ont refait la grotte à l'identique pour justement que les touristes ne l'abîment pas. J'ai pas capté que c'était Lascaux. Oui, alors c'est pas écrit en gros. Ouais, ben voilà. Moi je dis que c'était le gouffre de pas d'Irak qu'elle a refait, voilà. Peut-être. Ils vont tout recreuser. Ils vont amener une foreuse et ça va être réglé. Voilà. Non, oui, mais donc du coup, oui, non, le passage de la grotte où en effet, ouais, où elle commence à sentir chaque pierre, à noter les choses. Oui, voilà. Enfin, il y avait des. Oui, ça m'a semblé assez réaliste et assez concret dans ce que ça présentait. Après, ça fait pas un film, quoi. Mais oui, en soi, voilà, le sujet, ils s'y sont intéressés. Ils se sont pas juste dit, tiens, on va dire côté nez, et puis c'est. Voilà, non. Ils ont exploité le sujet. Pour le coup, j'ai vraiment eu l'impression que tout était monté au ralenti, que tout était fait au ralenti, et qu'en réalité, le film aurait pu durer 1h30, ça aurait été aussi bien. On se serait moins ennuyé. Parce que c'est du déjà vu. Alors, encore une fois, quand je parle, il y a de la musique. De la musique de merde. Il y a du bruit quand je parle, comme par hasard. C'est ma malédiction. Ça ferait même. Ma malédiction ferait un meilleur film que celui-là, tu vois, par exemple. J'aurais même pas à monter du faux Larsen. On va croire que t'étais maudit. Mais oui, je trouve que tout est au ralenti. Les acteurs ne sont pas forcément, ils jouent bien, mais ils sont pas non plus très inspirés. En fait, il n'y a pas d'attache. Moi, je trouve que ça joue beaucoup avec le stéréotype du cinéma. Alors, là, pour vous dire, on est à bibliothèque, donc voilà, entre les mecs qui font du roller sur le parquet et les gars qui. Ah ouais, là, en plus, c'est la provoque, quoi. C'est vraiment. Ouais. Ah ouais, danser sur du Barclay, ouais. Ah, c'est pour le plaisir de faire chier. On va s'éloigner un peu. Il pleut pas. Oui. Oh, il y a un léger petit vent, mais ça va. On va se mettre derrière le mur, là, ça devrait aller. Quoique là, on quitte le couloir, donc on va avoir du vent dans l'autre sens. Et du sang aussi, du coup. Du sang dans l'autre vent. Du sang dans l'autre vent.
Ah non, il y a quelqu'un qui parle derrière. Non, j'allais parler d'un truc. Ah. Il va y avoir une surprise derrière chaque muret. C'est ça, mais il y a une surprise derrière chaque parce mur. qu'elle est là. Eh merde. Bon, là, on est pas mal. Ah putain, non. Ah c'est génial. Ah, les, Oh, la les vie est meufs trop qui bien font des faite. chorés, quoi. Oh là là. Oh putain j'adore. Là, il y a un petit parterre avec des fleurs, des plantes et des trucs. Là, on va trouver. Ouais, Qui va apparaître avec une musique magique. parce que là aussi, en fait, les gens vont s'entraîner ici parce qu'en fait, il y a des vitres pour se voir, en fait. C'est pour ça que les gens s'entraînent ici à danser. Je sais plus ce qu'on disait. Donc en gros, je disais que ce film est un ramassis de clichés du cinéma, du stéréotype du cinéma français. Donc c'est avec ses personnages, avec le père qui cherche à garder sa fille, ou même ce côté où tout se passe dans les appartements haussmanniens, où tout, enfin encore une fois, c'est ça, c'est pareil, ce cinéma parisien qui fait chez le monde et c'est ça, on a du mal à voir autre chose, une autre image de ce que pourrait être le film, quoi. C'est dommage. Bon, on avait le 13e quand même. Avec les barres d'immeubles et les faux toits à la chinoise dans la cour, dans le bar. C'est peu inspiré, c'est dommage parce qu'en fait le sujet en soi n'est pas très intéressant et en plus de ça les personnages ne le sont pas non plus, ils ont vraiment des objectifs qui sont voilà, des objectifs tellement vus et revus dans les séries, en réalité ça serait bien, je trouve, mais dans un téléfilm parce que même en réalisation c'est vraiment pas du tout inspiré et donc voilà, c'est un peu dommage. Téléfilm France 2 ou TF1, un grand plaisir, mais au cinéma non. Oui, c'est vrai qu'on voit pas ce qui justifie le grand écran, à part peut-être la cheminée d'usine, parce qu'ils doivent, à un moment, elle doit travailler pour masquer l'odeur d'une usine. Et je trouve ça très drôle, parce que donc c'est l'acteur qui joue dans 10% et qui joue le chauffeur, bah il devient agent. Comme dans 10%, ah les clins d'œil les gars, les clins d'œil. La boucle est bouclée. Et d'ailleurs même le nez, même Emmanuel DeVos, son personnage a un agent, pour vous dire. Non mais dans sa bande démo, il doit juste écrire Grégory Montel, agent. Je recherche des rôles d'agent en tout genre. Spécialisé dans ça, c'est impressionnant. Après, si on le paye que 10% de son salaire, moi c'est ok. Ah oui. Enfin voilà, mais c'est peu inspiré. En fait, ce n'est pas nul. On n'est pas dans l'ennui dans le sens où c'est raté, mais c'est tellement générique, c'est tellement vu et revu qu'on se demande pourquoi ça a été proposé, pourquoi ça a pu être financé, pourquoi on a voulu le faire, quoi. C'est ça en fait. Donc voilà. Mais j'ai l'impression que... Et toi t'en as pensé quoi, Thomas? Parce que j'ai l'impression que t'évites un peu la question épineuse. Hein. Ça manquait de manège déjà. Non, mais alors moi je m'attendais vraiment à pire. Quand j'ai vu les bandes annonces, j'ai cru qu'on allait voir un Green Book en plus mou, à la française et sans message politique. Et en fait c'est ça qu'on a vu. Hein, ça faut pas se le... voilà. Mais il y a eu les quelques touches d'humour ont marché. Les petits traits d'esprit, les trucs, ça a fonctionné. C'est quand même lourd. Hein. Alors évidemment, c'est pas de la haute volée non plus, faut pas déconner. C'est une sorte de patte d'éléphant ou de mammouth qui arrive devant toi en mode hé les gars, faut rire maintenant. J'allais dire c'est pas du cobu, mais Ah mais du cobu c'est vous les spécialistes de l'humour, donc à partir de là c'est compliqué. Et ouais, c'est dommage. Et puis là alors, Thierry m'a dit en secret qu'il avait adoré ce film, enfin du cobu 3, mais donc je vous le dis à vous auditeurs, voilà, il a adoré et puis il a aussi postulé pour faire la suite de Bloodshot. Voilà, donc Nulle part. Oui. Non mais faites des blagues sur, y a pas de souci, mais mettez-le un peu mieux en scène quoi. Enfin, moi quand je fais on dirait une comédie française là quand même. Quand je fais des blagues, je me casse le cul à enregistrer des apartés. Excuse-moi là, mais. j'ai pas le temps. Moi, j'enchaîne tout, tu vois. C'est comme les deux acteurs, tout le même genre et puis je mets le voilà. Là je m'enfonce un peu donc tu retires. Du coup, je ne sais presque plus quoi dire, oui, parce qu'effectivement il n'y a pas grand-chose à dire sur ce film. C'est un deuxième long, je crois. Après, il a fait le réal a fait surtout des docs. Et il a fait son premier long avec Grégory Montel aussi. Ah bah tiens. Ça alors. C'était quoi? L'air de rien en 2012. Ça remonte. Mais il a fait des docs entre temps. Il a fait des trucs. Alors qu'à la télé, ils ont dit que c'était toujours mieux que Lucky Strike. Hein. Sérieux? Parce que bah oui, non, parce que
Oh là là, un film coréen, oh non, on va plutôt aller voir Emmanuel DeVos, hein, c'est mieux. Alors, vous déconnez. Alors, par contre, il y a un souci avec ce film. J'ai rien contre ce film en particulier. Je suis très content qu'il soit à l'affiche. Le truc, c'est que on est la 2e semaine de sortie. Voilà. Il y a 5 nouveautés cette semaine. Il y a 5 nouveautés. Aujourd'hui, on parle de 3 nouveautés. C'est déjà pas mal. On n'a pas parce que là. Pourquoi est-ce qu'on parle pas de plus ? Parce que sur la journée d'enregistrement, on peut pas les voir. On peut pas en voir plus parce que les deux autres, enfin, tout est dispatché, c'est très compliqué. Il y a très peu de salles qui publient ces nouveautés, ou alors qui en publient juste 3 sur les 5 nouveautés. D'habitude, il y a 10 nouveautés. Et donc, évidemment, quand on ne met pas tout, c'est normal. Là, j'ai regardé vite fait sur Allociné pour réserver les salles, pour avoir les horaires. Les parfums, c'est 800 salles en France. Belle distribution. Les autres, c'est une centaine de salles. Voilà. Et certains, c'est 2 salles sur Paris. Voilà. Alors, c'est les salles avec la carte qu'on a. Alors, donc, c'est 3-4 salles sur Paris. On pouvait s'attendre. Il y a un bouchon. Enfin, on s'attendait à ce qu'il y ait un bouchon de films, mais là, c'est un bouchon. C'est même pas les films qui attendaient après ou même les sorties qui sont là. C'est que là, il y a pas tant de sorties que ça. Mais tu penses pas que c'est pas aussi une question de. Il y a un double sens, c'est-à-dire que les films ne veulent pas sortir maintenant parce qu'ils ont peur que les gens ne retournent pas directement au cinéma. Et en même temps, tu as les cinémas, donc les diffuseurs, qui veulent donner toute leur chance pour essayer de récupérer des gens. Donc en ressortant des films au grand public. Et donc ils vont souvent refuser des films qui seront plus difficiles pour faire les entrées. Je pense que c'est ça, c'est un peu les deux, c'est les deux qui n'osent plus ou qui doivent le faire parce que sinon ils perdent de l'argent. Donc c'est un peu un échec organisé, quoi. C'est dommage. D'accord, mais du coup, on se retrouve avec. Alors là, les films qu'on a vus, là, les 3 films dont on parle aujourd'hui, ce sont les films peut-être les mieux distribués. Alors c'est pas vrai parce qu'il y a Brooklyn Affair qui est alors, il a une centaine de salles dans le pays, mais sur Paris, il est bien distribué avec les films indés, les trucs, ça va. Mais les 3 dont on parle là, Jumbo et Irrésistible. Donc Jumbo, on a un film avec Noémie Merlan qui quand même commence à être un peu bankable quand même, mais qui n'ont pas tant de ça que ça sur Paris. Et Irrésistible, un film avec Steve Carell à l'affiche, qui pareil n'a pas une distribution de malade. Donc si ces films-là n'arrivent pas à être distribués, j'ose même pas imaginer le reste. Mais je pense que c'est plus une question de films qui semblent attirer les gens. Moi, je pense qu'ils pensent vraiment acteur, c'est comme ils pensent Emmanuel DeVos, donc ça va faire du bruit. Noémie Merlan parce que récemment il y a eu, ou même, je pense que pour ce film-là, il devait le sortir et que c'était quand même cette idée de peut-être par rapport à Noémie Merlan et le portrait de la jeune fille en feu, et aussi parce que sinon il sortirait plus après. Encore une fois, des fois c'est con, mais les boîtes de prod ou les gens qui doivent distribuer les films, à un moment donné, ils ne peuvent pas garder soit c'est ça, soit c'est de la diffusion en VOD. Et en gros, c'est une perte d'argent parce qu'il y a eu différents types de diffusion déjà en VOD. Donc il y a un risque de vite retrouver le film avant la sortie en question sur les nets. Donc c'est cette idée de sortir au plus vite et en même temps d'essayer de survivre en essayant d'utiliser l'image de l'actrice, en essayant de donner un... Bon, c'est le meilleur moment en réalité parce que vu qu'il est passé aux Champs-Élysées festival, c'était le meilleur moment pour sortir parce qu'après on n'en parlerait plus vraiment, on l'oublierait. Donc c'était pour eux, je pense, le moment primordial. Et puis pour le film qu'on vient de voir, je pense que c'est parce que c'est des acteurs qui sont connus des gens et que, encore une fois, c'est des films qui en général marchent, même si mais voilà, et donc à partir du moment où ça marche, les cinémas sont contents et puis en même temps les acteurs, comment dire, les producteurs et les distributeurs sont contents aussi. Donc je pense que c'est le bon moment parce qu'il n'y aura pas vraiment trop d'adversaires, tu vois. Moi, ce qui me fait peur, c'est ça, c'est que là, cette semaine, il y a 5 nouveautés. Cette semaine, il y a 5 nouveautés. La semaine prochaine, alors si on compte les rééditions, la semaine prochaine, il y en a une dizaine. On commence à se rapprocher d'un rythme à peu près habituel. Et la semaine d'après, c'est le 14 juillet, qui tombe mardi. Il y a des films qui vont sortir mardi pour le 14 juillet, plus le mercredi. Donc il va y avoir une déferlante dans 15 jours. Si là, avec 5 films, ça bouchonne, qu'est-ce que ça va être ? Non,
dans les semaines qui arrivent. C'est simple, c'est parce qu'en gros, limite, j'ai l'impression qu'ils voudraient peut-être changer le jour de sortie, tu vois, parce que c'est cette idée de rentabiliser au plus vite. Donc c'est soit sortir, je sais pas, le week-end, ou là, c'est un jour férié. Et je pense qu'il a mis sur le jour férié pour que les gens aillent au cinéma et qu'ils aient cette possibilité de voir dès le premier jour si ça va marcher, ou essayer de faire en sorte que les gens qui vont aller au cinéma vont réussir à promouvoir d'une façon ou d'une autre les sorties en question. Moi je pense que c'est ça en fait, c'est plus limite j'ai l'impression qu'ils voudraient changer la date de sortie, et même en vrai pour les cinémas c'est compliqué parce que actuellement j'ai appris donc, que les films vont pouvoir être diffusés sur les chaînes publiques le samedi et le mercredi soir, tu vois. C'est cette idée où vraiment le salle se sent en danger parce qu'elle a un trou béant, elle a galère et tout, et c'est voilà, donc c'est cette idée où il faut réussir à faire en sorte que les gens aillent au cinéma, et que le 14 juillet c'est pour eux je pense le meilleur moment quoi. C'est une idée, hein. C'est ce que je pense en réalité, c'est vraiment limite le jour de la sortie cinéma en week-end ce serait pas plus intéressant comme les Américains, tu vois. Je pense que ce serait pas mal sortir ça en week-end ou les nouvelles sorties parce qu'en réalité c'est cette idée de voir directement les chiffres. Ouais. Plusieurs trucs qui se mélangent, mais déjà permettre une sortie le mardi parce que c'est férié au lieu du mercredi, bon ça me paraît pas déconnant, mais c'est encore autre chose. Mais là j'ai peur, moi je te dis, si rien que 5 films là, ça bouchonne et ils arrivent pas à trouver des salles, qu'est-ce que ça va être quand il va y en avoir 15 qui vont sortir la semaine prochaine quoi. Ça dépend de l'actualité du Covid. C'est compliqué de se projeter, on n'a pas trop de visibilité là-dessus. Je pense qu'on jugera. Je pense que ce genre de point on peut le faire dans quelques semaines quand on verra comment ça se sera fait. Là on est sur la première semaine et ils sont sur le gros couloir de trucs pour ramener les gens en salle comme vous l'avez dit. Du coup c'est compliqué. Et puis les films, alors à part les parfums qui bizarrement ont quand même une grosse distribution, en même temps si c'est des distributeurs français, donc on est sur le territoire forcément, ils poussent à balle. Et voilà, ils poussent à balle. Mais ouais, à voir, il y a des distributeurs qui vont se faire bouffer dans l'idée, et ça c'est clair quoi. S'il n'y a pas d'aide de l'État, c'est sûr qu'ils vont se faire bouffer. C'est sûr. On refera peut-être un point à la fin de l'été, voir un peu comment ça bouge. Je pense que ce serait mieux d'attendre quelques semaines, je pense au moins une fois par mois au pire pour voir un peu comment c'est quoi. C'est juste un coup là sur l'instant parce que là, moi c'est une inquiétude que j'ai. Alors après c'est vrai que ça a ouvert que depuis 15 jours aussi. Il faut dire que les spectateurs sont peut-être un peu frileux aussi. On a vu les chiffres ce matin au Hall sur les 3 nouveautés sorties au Hall. 3 nouveautés au Hall, mon Dieu. Ils ont même pas les 5, quoi, c'est fou. Voilà, ils ont même pas les 5. Il y a 60 pour les parfums, 30 pour le Irrésistible, et de tête, je vous dis ça, il y a une quinzaine, 15-20 pour le suivant. Jumbo. Mais voilà, ce qui fait que, en fait, oui, ça fait pas cumuler on pourrait se dire que le parfum a été boosté parce qu'il n'y avait pas d'autres films à côté. Donc en fait oui, finalement on n'est pas encore dans une affluence complète. Là on est mercredi après-midi, on n'a pas vu des salles très très bondées non plus. Non, après c'est pas forcément l'heure où il y a forcément le plus de monde le mercredi, tu vois ce que je veux dire. Et puis en après-midi voilà, non c'est inquiétant, mais encore une fois il faut voir avec l'actualité du Covid. C'est con, mais on est toujours dans une en ce moment vu qu'on teste massivement, on voit chaque jour qu'il y a au moins 1000 cas positifs, et ça rassure pas les gens, et c'est normal quoi. Donc et on est toujours dans la crainte d'une deuxième vague. Totalement, on en parle tout le temps, et puis donc les gens n'osent plus vraiment aller au cinéma, t'as raison quoi. Mais bon, ça c'est encore une autre question. Merci en tout cas Marwan d'être passé, tu peux pas rester pour le dernier, c'est dommage. Tu es en plein tournage. C'est ça, et puis c'est aussi un traumatisme. Encore une fois, je viens avec vous au cinéma, et puis voilà, on va voir des films qui sont plutôt ennuyeux. J'ai l'impression que vous m'appelez à chaque fois juste que pour voir ces magnifiques films. Ah merde. Là où je reconnais tes valeurs, tes gimmicks, tes leitmotifs, tes schémas qui reviennent, c'est que tu n'es venu que pour les films français. C'est ça. Il y avait un film américain qu'on va voir là. Non, c'est bon. Voilà, vraiment, maintenant, il faut consommer français, les gars. Vous avez compris, pour éviter la transmission du coronavirus, on consomme que français, les gars. Ok ? D'accord. Nous, par contre, on part dans le Midwest en campagne. Can I be completely honest with you? No bull. Be nice. My daughter's here. That was your daughter with her arm up the cow? Guys like me don't know how to talk to guys like you. Do you have a bottle opener? No, it's just a twist. Twist off? Yeah, I know. Maybe he does need a bottle. Maybe use your vest. But I would like to offer my services
Can we quiet the cows, please? To help me run for mayor of Deerlocken. And if you could get some of them to face front. Irrésistible. Ah, mais il n'y a pas d'accent, donc il faudrait la prononcer à l'américaine. Irresistible. Irrésistible. Bon, bref, irrésistible parce que j'ai pas envie de me faire chier. Arrête de sponsoriser tous tes mots par Apple. Hein. Si, moi, déjà, il y a un troll sur Google au début du film, donc je pense qu'Apple ou Amazon ont payé pour ce film. Peut-être. Ou peut-être pas. Ce sont de pures spéculations. Irrésistible de Jon Stewart, deuxième long métrage. Jon Stewart que vous connaissez peut-être parce qu'il a été présentateur, producteur, scénariste du Daily Show de 99 à 2015. D'où ce goût pour la satire politique et la satire envers les médias également. Film avec Steve Carell, Rose Byrne, Chris Cooper et Mackenzie Davis. L'histoire de Gary Zimmer qui est spin doctor démocrate et qui, après la branlée qui s'est prise à la dernière élection présidentielle, l'élection entre Donald Trump et Hillary Clinton, suite à cette défaite démocrate, il se retrouve blacklisté, ringardisé, ridiculisé. Et il veut se refaire avec une élection locale. Par une vidéo virale sur YouTube, il se dit, il dégote ce qu'il pense être la nouvelle future star de la politique, un fermier du Midwest. Et il va proposer ses services pour le faire élire maire de la ville. Sa concurrente spin doctoress, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, conseillère républicaine va vouloir s'y opposer. Et donc la machine électorale va s'emballer pour ce petit village paumé au milieu de rien. Et les fonds vont affluer et la tension médiatique va se porter sur ce petit point au milieu de la carte. C'est tiré d'une histoire vraie d'ailleurs. Parce qu'il y a une élection comme ça en Géorgie, c'était pour le congrès, où les deux candidats, alors que c'était juste un petit siège, comme les partis pensaient que ça allait être un point stratégique, que ça allait influencer les tendances suivantes, ça a battu tous les records de récolte de fonds et ça a récolté 55 millions de dollars pour un siège. Voilà. C'est de la grandiloquence à l'américaine. Après, de toute façon... absolument tout se gère avec l'argent là-bas. On est dans un état ultra capitaliste, donc forcément c'est pas étonnant. Faut pas oublier que démocrates et républicains, c'est juste deux factions de la droite assez assez précises, quoi, je veux dire. Donc c'est très axé là-dessus. Ouais, du coup c'est ça. Ça va être les coulisses H24 de cette élection. Donc ça va être la manière dont ce spin doctor va tenter de séduire les personnes et le mec se plante sur tous les points. Le mec il se ramène dans une house brown qui est quand même censé être un truc où tu sers des plats allemands et il demande un burger et une bud en se disant on est dans le fin fond de l'Amérique, donc forcément ils bouffent que des burgers et ils boivent des buds, quoi. Et les mecs vont accepter de le faire mais se foutent complètement de sa gueule. Non, et ça va jouer sur ce côté. Il y a Mackenzie Davis dit à un moment un truc très bien. Elle disait vous venez nous voir tous les 4 ans, vous nous faites des belles promesses. Et puis après vous nous oubliez, nous et nos problèmes, parce que ça vous intéresse pas. Et c'est vrai que c'est ça, ils sont totalement déconnectés, quoi. Ils se pointent là-dedans, ils savent même pas où c'est le Wisconsin, ils savent même pas ce qu'il y a dedans, ils savent pas ce qu'on y mange, ils savent pas ce qu'on y vit, ils se rendent pas compte des préoccupations. On a quand même des plans où Steve Carell demande à ce que les vaches se taisent. Voilà, les mecs se rendent pas compte que la vie rurale c'est pas du tout la même chose et que malheureusement ce sont leurs électeurs aussi, quoi. Et qu'il est peut-être temps de s'intéresser à ce peuple, et c'est toujours le principe des élites déconnectées, quoi. C'est ça, mais on a un Steve Carell, c'est ça, qui arrive déconnecté, hautain, mais comme on le voit dans beaucoup de rôles en fait, qui débarque dans un rôle d'autorité, mais complètement déconnecté, et qui sait pas trop où il est, et en dehors du coup. C'est un de ces comiques, c'est un de ces acteurs qui se fait enfermer dans un stéréotype de rôle. Comme on a dans les comédies, on a Christian Clavier qui nous fait du Christian Clavier, qui joue les bourgeois tout le temps, et là on a Steve Carell qui joue le mec qui débarque dans un endroit et qui est complètement largué. Ça fait penser à The Office, ça fait penser à la série Space Force là, en ce moment sur Netflix, où il joue un mec qui est complètement largué. Il avait été pris aussi pour refaire Max la Menace. C'était il y a des années là quand même, on remonte aussi. Mais je veux dire, Steve Carell, il a prouvé dans d'autres films qu'il a un panel, hein, et j'ai l'impression qu'on l'enferme dans ce genre de rôle. Non,
je suis pas du. Alors pour le coup, je suis pas du tout d'accord et je vais nuancer là-dessus parce qu'au contraire, Steve Carell, en fait, quand c'est Steve Carell acteur, c'est quelqu'un qui va prouver autre chose. Il a fait Foxcatcher, il avait fait Free Love aussi, il a fait plein de trucs où il est tout à fait capable de montrer qu'il fait autre chose. Mais là, c'est Steve Carell le producteur qu'on a vu. C'est pas Steve Carell l'acteur, c'est Steve Carell l'humoriste qui a besoin de dénoncer des choses. C'est un film qui est très 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 politique. Bon, comme beaucoup de choses aux États-Unis, comme beaucoup de choses en général. Mais là, moi, je pense que Steve Carell utilise l'image de Steve Carell, je pense que c'est lui qui a choisi de s'enfermer là-dedans, puisque de toute façon il est à la production, il est à la coécriture de ce truc. Donc je pense qu'au contraire, ça lui tient extrêmement à cœur et que dans ce cas-là, il va jouer aussi ce qu'on aime bien le voir parce que c'est son cynisme et c'est son écriture qui fait ça. Donc je veux dire, je pense pas qu'on l'ait enfermé en lui disant tiens joue ça. Je pense que lui-même s'est dit je sais m'écrire ça parce que je sais que ça je sais le faire. Donc il a écrit quelque chose qui soit tout à fait dans ses pompes quoi. D'accord. Et du coup, est-ce que c'est cynique et mordant ? C'est cynique et mordant, mais le problème de ce genre de truc cynique et mordant, c'est que c'est cynique et mordant sur le papier et que c'est pas parce que ça fonctionne sur le papier et que la dénonciation est là que ça fonctionne à l'image. Et Jon Stewart est pas un metteur en scène quoi, et ça se voit. Et il tente des fois il tente des trucs à la caméra. J'étais assez étonné par certaines tentatives, mais c'est vrai que non, c'est très plan-plan et ça manque de gars comme Adam McKay par exemple qui te font faire des trucs qui sont très virevoltants, qui sont peut-être l'exact contraire de ça et peut-être un peu trop violents. D'ailleurs Steve Carell joue pour Adam McKay aussi, tu vois, et on s'y retrouve hein. Mais ça manque d'un cinéaste ou d'une cinéaste qui aurait pu apporter peut-être quelque chose qui fait que qui aurait fait beaucoup de coupes aussi, parce que là tu sens qu'ils sont en roue libre, ils ont apporté leur scénar complet, ils ont pu faire tout ce qu'ils voulaient. Et il y a des trucs en trop quoi. Et s'il y a des moments où ça patauge, et je trouve que ouais, c'est dommage parce que tout le monde est bon là-dedans et le propos est super intéressant quoi. Mais moi, ce que je trouve qui marche le mieux, et Jon Stewart, il vient de la télé, hein, ce qui marche bien justement, c'est dès qu'on parle politique, dès qu'on parle médias, toutes les séquences télé en fait marchent super bien. Les clips de campagne sont terribles. Criant de vérité et de fake à l'américaine. C'est ce qu'ils veulent appuyer et surtout, et ça se voit que c'est surtout ça le message. Hein. Et voilà, et toutes les histoires de voilà, campagne, le mec qui arrive, les schémas classiques de narration, après on est dans du plan-plan, et c'est vrai que c'est pas au niveau justement on sent qu'il y a un point sur lequel a voulu appuyer le film. D'ailleurs, il y a tout le message pendant le générique de fin qui est plus explicatif pour montrer un peu le problème dénoncé. Le point précis a été bossé, mais peut-être pas tant le reste. Le reste du cast, Rose Byrne, Chris Cooper et Mackenzie Davis. Chris Cooper, c'est trop facile. Il a tellement la tête de l'américain moyen que tu peux toujours lui faire ce genre de rôle. Il joue beaucoup de fermier dernièrement, Chris Cooper. C'est soit des westerns. Ça me rend triste pour lui, mais d'un autre côté, il le fait très bien. Donc bon, c'est. Par contre, le maire de la ville, enfin, je sais plus qui est cet acteur, qui ressemble à Louis C.K. À chaque fois, ça me gêne beaucoup. Mais Mackenzie Davis, ça faisait bizarre, je l'ai pas toujours trouvé très juste d'ailleurs. Mais en même temps, je l'ai vu que là et dans Terminator Dark Fate, donc je peux pas non plus trop juger pour l'instant de sa carrière. Mais c'était un choix étonnant, je trouvais. Voilà. Moi, je suis juste content qu'on a évité la fin facile. Oui, non, putain, c'est clair que là, franchement, si vous le voyez, vous verrez. Ça m'aurait fait flipper que ce soit. Et après, je me disais, ça peut pas être aussi cynique. Et aussi, c'est quand même pas mal d'énonciateurs pour faire ça. Après, en plus, un discours qui disait le contraire. Donc non, ils nous ont bien dupé là-dessus. En fait, c'est quand même une super chose. Il y a quand même un côté film de casse là-dedans. Et on se fait bien duper au même titre que les personnages. La preuve jusqu'à la séquence finale, quoi. Ouais, voilà, il y a des trucs qui sont efficaces quand même. Donc tout n'est pas à jeter. Non, sur le papier, c'est très bien. Sur le papier, c'est bien. Pas que sur le papier. Ouais, mais parce qu'après, ça pêche un peu dans le reste, quoi. Mais... On vote pour Irrésistible. Oui, allez. Il y a une surprise, petit bonus, l'épisode n'est pas fini, on a vu un film entre-temps, en avant-première, et comme la semaine prochaine est assez chargée, on vous le met cette semaine. On est sympa, non hein? Ça va vous faire plaisir comme un jour de Noël. Il est revenu, lui. J'aime pareil, juste pareil, il y a du bruit. Ah ouais, il y a une moto, c'est lui. שלום, הגעתי ליד של אביגיל, השאירה הודעה ואני... כרגיל את לא עונה בזמן האחרון, אני לא יודע מה יש לך. אני מתקשרת, לא יכולה לדבר, אני מתקשרת, לא עונה. עזוב אותי! בלעדייך אין לי כלום, את יודעת את זה. Allez, c'est le film bonus. Ouais, c'est le bonus, parce qu'on l'a vu en avant-première surprise.
On n'était pas sûr d'en parler. C'est un film en 2 parties. Alors oui, il était annoncé comme 2 parties. Et en fait, on vient d'apprendre qu'il y a une 3e partie qui allait sortir en septembre. Voilà, il s'agit de Chained, qui est en duo avec Beloved. Il y en a un qui sort le 8 juillet et un qui sort le 15 juillet. Donc au départ, on voulait voir les 2 d'affilée et en parler, mais comme on l'a vu avant, autant en profiter. L'histoire d'un couple en 2 parties, avec Rashi, l'homme d'un côté, qui est flic, qui est policier, qui est très amoureux de sa femme, et Abigail, infirmière, qui a une fille de notre homme, de notre mariage, d'une autre situation, on ne sait pas. Et le premier film, Chained, va s'attarder va suivre Rashi, va suivre l'homme, alors que Beloved sera la même histoire, mais du côté de la femme. Une histoire d'amour passionnel pour le monsieur, la fille qui veut plutôt mettre de la distance. Un film, enfin 2 films, et même 3 films, puisqu'il y en a un en septembre, on l'a dit, le 9 septembre, il y a le 3e, Stripped, qui sort le 9 septembre. Ouais, merci, j'ai travaillé. 3 films de Yaron Chani, qui avait déjà réalisé Adjani en 2009 et qui avait reçu la Caméra d'Or. Fait une mention spéciale à la Caméra d'Or, me semble-t-il, pour ce film. J'en sais des choses, hein, pour un truc que je viens de découvrir à 5 minutes. Ah, c'est le génie. Ah, c'est ça, hein. Vive les téléphones. Interdiction pour cette fois-ci de spoiler les 5 dernières minutes du film. Mais il y a les extraterrestres. Ah putain, je vais être obligé de couper. Je mettrai un bip. Hein. Voilà. Non, par contre, il se peut que si on parle de la 2e partie, il se peut qu'on spoil un peu plus, mais là on va ramasser. On va tenter de masquer certains éléments. Après, on vous prévient tout de suite. Peut-être que justement la critique qu'on va en faire va être assez évasive à cause de ça, parce qu'il y a des éléments qui sont très compliqués justement à évincer si on veut parler avec justesse de ce qu'on a vu. Je précise. Après, je pense qu'on arrivera à tirer quand même quelque chose. Mais il y a un élément qui peut surprendre dans le film et qui éclaire en fait tout le reste et qui va éclairer aussi le 2e film. J'imagine, on n'a pas vu, mais on se doute. Enfin, on sera moins surpris, je pense, au 2e. Donc Chained, on va suivre le monsieur, on va suivre Rashi qui est policier et qui à la suite, il est flic quoi, il fait son boulot, il intervient, on le voit au début du film, il sauve des gamins d'un père maltraitant, d'un père violent, voilà, il agit et tout bascule lorsque après un contrôle de routine, bon un peu musclé parce que bon Rashi il est un peu, il aime bien, il est autoritaire Rashi, hein. il fait du zèle. Il fait du zèle, hein. Bon voilà. Il se trouve qu'il contrôle la mauvaise personne qui en fait est le neveu d'un mec haut placé, je sais pas où, et du coup il va être suspendu, il va perdre son boulot, puis sa femme, ça se passe pas très bien avec elle parce que elle veut prendre un peu de distance. C'est compliqué, ça se passe mal avec la fille de sa femme, une fille de 13 ans qui veut vivre, qui veut faire des trucs de grande, elle veut faire des photos, elle veut aller sortir avec les copains le soir, voilà. Donc lui il a un peu peur hein, parce que bon il est flic, il voit qu'il y a des trucs qui se tournent mal, il y a des violeurs qui traînent, enfin bon. Et donc petit à petit son monde se délite, il perd pied. Avec moi une équipe qui ne perd jamais pied, qui a toujours bon pied, bon oeil, donc Thierry vous l'avez entendu. Coucou. Marwan vous l'avez entendu aussi. Oh là, oui c'est vrai, on m'a déjà entendu. On m'entend beaucoup en ce moment, avec un meilleur micro. Et celle que nous mansplainons depuis 5 minutes, Gab, du podcast de 4 à 7. Salut. Salut. Qui veut commencer sur ce film? Pas toi. Je comprends. S'y coller, c'est ça. On peut dire que le réalisateur cherche à capturer le réel. C'est-à-dire que niveau création, il s'inspire de faits réels en fait. Ce sont des histoires qu'il a pris, des faits qu'il a vus, qu'il a repérés. Et il n'y a pas tant de texte finalement. Il donne une trame à ses acteurs et donc il les fait improviser sur cette trame, un peu à la Keshish. Non, parce que Keshish, pour le coup, lui, visiblement, ça semble comme ça, mais a priori, il écrit tout face à ce qu'on m'avait dit sur Make to My Love où tout était très écrit en fait. Bref, on ne va pas parler de Keshish.
Préciser ici que si jamais il y a des culs ou des sexes, ils sont floutés dans Unchained. Le Keshish, je sais pas. Et du coup, on sait que c'est pas lui qui a réalisé. Et bref, c'est pas pour ça. D'ailleurs, c'était intéressant la raison pour laquelle il a décidé de flouter ça. Et c'était pas une question de censure, ce qui est assez intéressant. Oui, c'est vrai que c'était sympa d'avoir cette lecture-là, de savoir que dans quelles conditions ça s'est passé et ce qu'il a voulu faire. Parce que c'est vrai que le ressenti, quand même, pendant la séance est très lourd. Il y a un côté justement très ambiant, ça tourne beaucoup en rond, il y a beaucoup de choses qui se répètent. Et on pourrait se laisser un petit peu alourdir par le propos. Et quand tu te dis justement qu'en fait, non, il a laissé libre cours à ses acteurs de suivre la trame telle qu'ils le souhaitaient jusqu'à ce que ça arrive à des points culminants, ça donne beaucoup de sens à ça. Moi, je vais revenir sur ce que tu disais dans la description, où tu disais que justement c'est quelqu'un qui a un petit peu peur avec tout ce qui se passe. Moi, je l'ai pas perçu comme tel, et ça assez rapidement. Je pense que c'est surtout sa situation en fait. Sa situation, c'est un remariage, et c'est assez important de le préciser. C'est quelqu'un qui se retrouve avec une nana qui a déjà eu un enfant dont il n'a pas vu l'éducation. Et c'est surtout ça, je pense, qui lui plaît pas. C'est de se dire que sa vision de l'éducation telle qu'il l'a en tant que flic, elle n'a pas été donnée à la gamine. Et donc du coup, pour lui, c'est une source de stress, parce qu'il aimerait bien qu'elle rajeunisse d'un coup sec pour pouvoir lui donner son éducation telle qu'il l'entend. Et c'est juste que elle a d'autres préceptes, elle a vécu avec un autre amour maternel, un autre amour paternel aussi peut-être, selon où était le papa. Et du coup, ça joue beaucoup. Et du coup, c'est aussi ce qui fait que, vu que c'est quelqu'un qui est très droit dans ses bottes, de par son métier aussi, il a envie de contrôler aussi sa vie de la même manière qu'il pourrait contrôler une interpellation. Donc, sa belle-fille, j'ai pas tant l'impression qu'il la voit comme sa belle-fille, j'ai l'impression qu'il doit protéger, j'ai l'impression qu'il la voit comme une délinquante aussi. Et il y a aussi ce côté-là, elle va faire des conneries forcément, parce qu'il lui dit, mais de toute façon, ta fille elle couche, ta fille elle fait ci, ta fille elle fait ça, et il l'a déjà condamnée d'avance en fait. Il suppose que peut-être que elle a 13 ans, donc il la voit, elle va sortir au parc. On voit clairement qu'il y a des bouteilles d'alcool sur la table avec les copains. Bon, alors il y a des copains qui sont plus grands qu'elle aussi. Lui-même, à la télé, on voit tout le temps, à la télé en boucle, tout le temps, il y a une histoire de violeur qui passe en boucle. Lui-même, il est flic, il voit des trucs douteux. Je pense qu'il y a une grosse part de peur. Certes, il est autoritaire avec elle, effectivement, il a de la poigne, mais il y a une grosse part de peur. Après, je pense que c'est davantage une question d'appropriation de la famille, comme tu disais, Thierry. Il est question de... Oh putain, encore une fois. En fait, c'est vu qu'il rejoint une famille qui n'est pas forcément la sienne, il a envie d'en faire partie jusqu'en voulant tout contrôler et jusqu'en voulant en faire sa fille de force. Et c'est cette idée d'un peu de réécrire un papier qui a déjà été écrit, qui est sur noir sur blanc avec une encre indélébile. Mais voilà. Sachant que, après je te laisse reparler. Sachant que de toute façon, en effet, quoi qu'on en dise, et même si je pense que ce facteur de côté remariage et nouvelle arrivée dans une famille déjà établie ajoute à sa dose de stress, ça aurait été sa propre fille qui commence à faire sa crise d'ado, qui commence à vouloir faire des conneries, il réagirait probablement de la même façon, peut-être même de manière plus violente, parce que c'est sa fille, donc il pourrait aussi poser la main sur elle s'il en a envie. Chose que là, il essaye de ne pas faire. Visiblement, après poser la main sur les gamins, c'est pas un truc, je pense. Vu comme la scène d'intro où on voit comme il réagit, on se dit c'est peut-être pas la solution qui privilégie. À partir du moment où c'est ton enfant, tu peux te permettre de te dire que tu as le droit d'être un petit peu plus violent. C'est pas forcément très malin, mais ni légitime, mais beaucoup de gens peuvent penser comme ça. Ici, il y a pas de. Ici, dans ce film-là, il porte pas de coups. Il porte à qui que ce soit d'ailleurs, même les délinquants. C'est vrai, à qui que ce soit, il porte pas de coups. Visiblement, il tord un peu la main du papa au début qui maltraite ses gamins, mais c'est tout, il le frappe pas alors qu'il pourrait en mourir d'envie, quoi. Voilà, c'est vrai. Après, pour le coup, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il part d'un principe naturaliste, c'est l'idée d'être au plus proche des personnages, d'en faire un soupçon de documentaire, et c'est de reconstruire, c'est d'être au plus proche. On voit que même les valeurs de plan sont toujours à la poitrine, même voir des gros plans. On est souvent très proche des personnages, on est souvent dans le et même dans les dialogues, dans l'énergie des acteurs. On sent que c'est un réalisateur qui aime ses acteurs et qui veut les faire jouer, les faire réagir selon des moments, des expériences. Et ça, pour le coup, c'est vrai, pour moi, c'est le grand point fort du film, qui va avec son grand point faible, c'est qu'il devient long en fait. Il a du mal à survivre avec un rythme qui régulier, et au contraire il souffre d'irrégularité, bien que dans l'ensemble il y a des moments, pour moi il y a des moments de génie, hein, mais c'est gâché par on va dire, c'est court, mais c'est comme c'est difficile de réussir de grandes choses à côté de c'est les conséquences des choses qu'il a réussi. C'est ça en fait. Il a pas su gérer les deux, je trouve.
Oui, mais c'est ça. Et on a l'impression qu'il y a des scènes où on aurait pu couper 1 minute à chaque fois. Parce que. Après, c'est dangereux parce que ça aurait fait perdre du dynamisme dans les dialogues des personnages. On aurait trouvé ça trop bizarre. Je pense qu'il a dû s'arracher les cheveux au montage et en se disant putain mais si je coupe à ce moment-là ça rend plus pareil, c'est plus ce que je veux, et c'est ça en fait, c'est très difficile. Comme il y a des affrontements verbaux, fais ci, non, tu vas répondre à ma question, non, tu vas répondre à ma question, non. Et le ping-pong verbal qui est interminable. Oui, mais c'est au plus proche de la vraie vie. Des fois, on peut être des grosses bourriques qui vont tourner parce qu'on a un peu de fierté sur cette idée d'échange. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, et c'est vraiment ce côté aussi, encore une fois, qui est systémique de la chose, c'est que ce mec-là, en fait, dès son travail, il est conditionné à agir d'une façon qui va le mener, on va dire, à avoir des conflits avec les autres. Et moi, je pense que c'est important. Par exemple, l'idée, après on peut se dire que là-bas c'est différent et tout, mais l'idée de vouloir de faire des fouilles comme elles sont faites dans le film, bah moi ça m'a posé un énorme problème. Mais pour lui c'est normal parce que c'est dans un cadre légal, parce que c'est un policier, parce qu'il a fouillé. Mais pour moi ça dépasse des limites, mais lui il ne s'en rend pas compte parce qu'il est dans le cadre du métier. Et pour moi il y a cette idée là de dépassement, mais pour moi le travail de policier c'est un petit peu le système. Et c'est ce côté où il se rend pas compte qu'il va trop loin, même si il y a un gamin qui est neveu d'un mec qui est important, qui en joue. Mais en soi, ça reste quand même des actions qui peuvent, je trouve, être un peu trop lourdes et qui, lui, ne s'en rend pas compte. Oui, vas-y, Gab, ton avis. Parce que moi, j'ai pas trop aimé le film. En fait, déjà de base, j'aime pas trop ce genre de traitement très réaliste. Et du coup, j'ai trouvé très long et j'avais aucune empathie pour le personnage principal donc de Rachi. Alors que d'après ce qui a été dit après la séance, le réal a fait tout pour qu'on ait de l'empathie pour lui. Disons qu'on le suit, quoi. Ouais, on est constamment avec lui et moi en fait, j'avais aucune empathie avec lui. Et du coup là, j'ai envie de parler de la fin, mais attends, je vais trouver. Mais ouais, du coup, ce qui se passe au fur et à mesure de l'histoire rend le film assez important par son sujet. Ça va, j'en dis pas trop. Ouais. Ce qui fait que le film reprend un intérêt, reprend tout un intérêt. En tout cas, c'est important de parler de ce genre de choses. Et j'aime bien le fait qu'on parle de ça, mais je sais pas si ça fait que j'aime plus le film ou pas. Et je me demande si est-ce que c'est une raison. Est-ce que le film se rejoue juste par la fin dans notre appréciation du coup. Ouais. Mais bon, c'est pas très intéressant, je sais pas. Alors, si, je trouve que c'est super intéressant. Alors, moi je pense que la fin, en fait, c'est une conséquence et finalement elle nous éclaire les comportements qu'on a vus sous les yeux. Mais c'est vrai qu'après mettre en abîme les comportements était intéressant. Mais en fait là depuis tout à l'heure ça m'agace parce qu'en fait on tourne autour du pot et on traite pas le sujet du film et on peut le traiter sans forcément spoiler. Et on a parlé de la forme, ce qui est pas trop mal, ce qui c'est bien de parler de la forme du film, c'est un film. Mais du coup je résumerai en disant, pour moi ce film parle d'appartenance en fait. Et d'appartenance selon ton milieu et selon ta conception de ton rôle. Du coup, je suis policier, donc j'ai le droit de faire les interprétations telles que moi je les entends parce que je suis du côté de la loi, donc j'ai raison. Et du coup, ça parle de la manière dont les personnes gardent le contrôle sur leur vie en se foutant des conséquences que ça a sur les autres. Parce qu'on considère que si ça a des conséquences positives sur nous, c'est que les gens aux alentours sont ok et que c'est des conséquences positives pour eux. Donc le rôle de beau-père, du je dois être un parent et donc la protéger, donc quoi qu'il arrive, elle me remerciera plus tard, donc je vais le faire à ma façon. Et je suis marié, donc c'est ma femme, donc j'ai le contrôle aussi, donc elle doit être mon appartenance. Et c'est surtout ça en fait, moi j'ai vu un personnage qui en plus commence à perdre les choses par le contrôle, qui est l'événement qui va lui faire perdre son boulot momentanément, le temps que l'enquête se fasse, et du coup comme tu le disais, sa femme qui s'éloigne, et donc du coup c'est un gars qui perd le contrôle et qui veut le retrouver à tout prix. Mais surtout parce que on lui inculque dans le système, dans la société, qu'il doit l'avoir, parce que c'est un mec. Et ça parle surtout de ça en fait. Et moi le parallèle que je veux faire, et vous allez voir que je vais peut-être un peu trop loin, mais qu'en réalité pas du tout. Il y a quelques semaines, on a fait un épisode sur 365 jours. Et 365 jours, ça crée des gens comme Rachi. Regardez un film qui te dit, tu dois avoir le contrôle de ton couple, tu dois avoir le contrôle des gens autour de toi, c'est toi le roi, tu dois avoir le contrôle. Ça crée des gens qui veulent constamment ne pas lâcher prise
et ne pas justement se dire ah oui bah là je suis en train de perdre pied, en même temps il y a peut-être une solution aussi, peut-être que je pourrais en discuter avec eux pour savoir quelle est cette solution, plutôt que de moi dire que moi je l'ai et de l'avoir à ta place. Et j'ai vu quelqu'un qui avait les solutions à absolument tout alors qu'il savait jamais les expliquer lui-même et qui est tout le temps dans cette sensation de contrôler. C'était un portrait assez fort là-dessus en fait. Moi aussi, je suis en retrait. Je trouve que c'était beaucoup trop long dans le. Je comprends la dynamique, hein, la sensation de réel, effectivement, l'immersion qu'on veut avoir. Mais je trouve que au moitié des scènes, j'avais compris où ça allait. Donc, je trouvais ça interminable. Ouais, voilà. À un moment, je croyais qu'elle était arrêtée, ma montre. Je vous jure. Et même un des plans de fin sur les photos des enfants, ça ne spoile rien. Je me suis dit, c'est très long. Et en plus, ça ne finit pas là-dessus. Je me suis dit, c'est encore plus long, donc. Alors que ça aurait très bien pu finir là-dessus. Est-ce qu'on parle de la BO ou pas du tout? Cette BO faite de sonneries de téléphone et de une chanson qu'écoute le personnage. On dira que c'est une chanson qui est sous-titrée et que les paroles en disent long. Voilà. Mais justement, je disais tout à l'heure que apparemment on veut être en empathie avec ce personnage. Moi, je l'ai trouvé toxique tout du long, envers tous les autres personnages en fait. Ouais, du coup, je comprends pas où est cette empathie. Après, c'est peut-être d'un autre point de vue, je sais pas. Le fait d'avoir la caméra avec lui, de le suivre tout le temps et de voir ce qu'il voit et de voir les situations de stress dans lesquelles il est en permanence. Moi, ce personnage, je l'ai trouvé assez affreux tout du long, hein, oui, mais tout en ressentant une empathie dans le sens où je comprenais pourquoi est-ce qu'il pouvait potentiellement agir comme ça, et sans être d'accord, en me disant bon, c'est aussi quelqu'un qui est enfermé dans sa routine et il faut aussi comprendre tout le monde. Et c'est intéressant de comprendre les gens, même les pires personnes de la Terre. Moi, je trouve que l'intérêt de le suivre, c'est que ça montre que c'est un humain en fait. Oui. Certes, il réagit peut-être pas comme on voudrait qu'il réagisse, mais c'est un humain. C'est-à-dire qu'il a des réactions qui sont provoquées. C'est une façon de dédiaboliser aussi totalement le mythe du monstre, de se dire que quelqu'un qui est potentiellement toxique et violent. Et c'est ça, je t'ai dit. Non, mais ça, c'est la mauvaise. Ça, c'est Manuel Valls qui dit comprendre, c'est excuser. Ça, c'est pas vrai, ça. Non. Ça, non. Non, j'ai jamais dit ça. Alors s'il te plaît, tu vois, tu me laisses finir mes phrases parce que ça par contre c'est très agaçant. Non, comprendre c'est comprendre, c'est tout. Ça n'excuse absolument rien, mais c'est important de comprendre. Moi je suis quand même d'accord pour te dire que tous les cas, si j'extrapole, tous les cas criminels de la Terre, même une personne qui va faire un putain de génocide à la con, je suis pour une peine d'emprisonnement, une tentative de compréhension, parce que ça évite les reproductions d'actes. C'est pas dédiaboliser, c'est dédiaboliser dans le sens de se dire parce que si tu les maintiens juste aux actes et juste au ça tu te dis c'est un connard, il a fait ça. Alors que si tu comprends en fait son côté humain qui l'a mené à ça, ça reste un connard qui a fait ça. Mais t'as compris son côté humain, tu t'es pas juste dit tiens lui historiquement t'écris dans la case, tu le coches monstre. Non, mais et en plus en le considérant comme un humain, tu peux du coup te mettre à réfléchir à si tu observes ses comportements chez d'autres humains, tu te dis peut-être que eux pourraient devenir comme ça et éviter de juste dire ça c'est pourquoi pas soi. Oui aussi. Et plus de dire tiens lui a été un monstre par le résultat, mais peut-être le détecter par ce qui précède en fait. Moi je trouve que c'est une qualité justement, ça permet de voir quelque chose entre échelles et pas se dire c'est pour les autres. Finalement on a plein de choses à dire. Et on n'a même pas vraiment spoilé. Non ça va, on a essayé. Mais oui, c'est un film qui cherche à créer de l'empathie, mais qui pour moi ne fonctionne pas forcément à tous les coups parce que c'est difficile quand c'est un personnage qui se détache. Après je pense que c'est aussi une question culturelle. Il a un uniforme, c'est pour ça que vous n'avez pas d'empathie. C'est pas ça, je pense qu'en fait c'est très culturel comme pour la vision, c'est qu'en ce moment on est biberonné et c'est important au comportement toxique en général. On se rend de plus en plus compte parce qu'on en parle de plus en plus, mais selon certains pays on ne le voit pas comme ça, donc on s'en rend pas forcément compte. On se dit non, mais c'est un comportement normal. Et même c'est tout con, mais l'idée du mariage c'est posséder l'autre, donc l'idée que mais l'idée du mariage, quand on voit, c'est que chacun se possède, mais c'est un peu ça, cette idée qu'on est unis, on s'appartient quoi. Oui, mais c'est une question aussi d'appartenance. Et par rapport à l'autre, c'est pour ça qu'aussi que c'est une relation qui est monogame. Et voilà. Et en fait, je trouve que c'est à partir de là,
les gens qui ont eu cette éducation ont un comportement qui peuvent dépasser tout ça. Donc ils peuvent se construire une logique qui leur est propre, une émotion qui leur est égoïste, qui est égoïste pour eux, mais voilà, qui peuvent mener à des grands affrontements ou des disputes envers leurs proches. Et pour moi, c'est purement culturel. C'est que nous on s'en rend très facilement compte qu'on n'a pas l'empathie pour l'autre, mais en réalité, beaucoup de gens vont avoir cette empathie parce qu'ils n'auront pas forcément ce côté déconstruit qu'on a en ce moment, parce que c'est d'actualité. Ouais, je suis d'accord, et je me demandais, justement, je pense que on n'a pas le même regard en tant que spectateur que le réalisateur qui l'a fait. Et du coup, ouais, peut-être que lui, l'empathie, il la voit beaucoup plus. Je sais pas s'il a de l'empathie, il filme des faits. À l'origine, les 3 films là, les 2 qui vont sortir la semaine prochaine, parce que finalement je vais le mettre, comme il y a beaucoup de films la semaine prochaine et qu'on a en plus une avant-première la semaine prochaine, en fait je vais le caler là cette semaine, ce week-end. Donc ce film sortira le 8, c'est-à-dire la semaine prochaine. Donc, du coup, on vous le dit un peu à l'avance, allez-y, ça sort mercredi. Voilà. Mais peut-être s'il écoute en rediff, du coup, c'est passé aussi. Donc c'est compliqué le podcast. Bon, bref. Alors, au départ, le réalisateur qui a fait ces 2 films, et plus le 3e septembre, il voulait faire un seul film. C'est juste que comme il a eu beaucoup de matière en filmant ses acteurs, finalement, il l'a découpé en 3 parce que il y a 3 axes qui se détachent. Ça a été 10 ans de gestation aussi, dans lesquels il a dû avoir du mal à construire son axe. Donc forcément, oui... il a eu envie de mettre énormément de choses dedans, quoi. J'imagine, on va voir avec les 2 autres parties, mais oui, ça a l'air... D'autant qu'il a l'air de s'être passé des trucs, ne serait-ce que dans Beloved, par exemple, on a un changement de... parce qu'il y a tout un passage où ils sont pas ensemble, où les 2 personnages sont séparés, et ils sont assez peu ensemble, finalement. Ils se parlent plus par téléphone, surtout pendant la deuxième moitié du film, et on sent qu'il s'est passé des trucs. Déjà, il y a un changement de coiffure. Il y a quelques ellipses en effet qui sont peut-être pas forcément immenses, mais en tout cas qui peuvent être révélatrices. Et de toute façon, j'imagine que on verra ça dans Beloved évidemment, mais dans la relation qui a été vécue du point de vue d'Abigail, avec quelqu'un qui dirige absolument ses faits et gestes, une journée sans lui, elle doit faire énormément de choses. Parce que justement, il y a toute cette libération, et donc une journée pour elle doit lui sembler une semaine sans lui, plutôt qu'une journée où on dirige ses actes. C'est pour ça peut-être que c'est pour ça, juste pour dire que les ellipses sont peut-être pas si temporellement étirées que ça. On verra. J'ai vu la bande-annonce, il y a quand même des indices. Il y a quand même des indices. Même c'est pour ça que même quand on parle de comportement toxique du monsieur, on voit que dans la bande-annonce, la manière dont elle est montée, les deux ont pas. J'ai pas l'impression que les deux aient la même version de l'histoire. Ah. Voilà. Ah, suspense. Suspense. Ouais, je vais juste dire que même si je n'ai pas trop aimé ce film, j'aimerais bien voir la 2e et 3e partie. Ouais. Je pense que la 2e partie me plairait peut-être un peu plus. Je sais pas, on verra. Hein. Ah, donc c'est un bon teaser en fait. C'est un teaser de 2 heures. Pour seul, je sais pas si j'aurais aimé, mais ouais, un teaser long, mais oui. Si tu veux voir le 2e avec nous. Carrément. Merci Gab de nous avoir accompagnés pour ce bonus avant-première. Ben, merci à vous de l'invitation. Podcast de 4 à 7, toujours. Toujours. Sur les BO de films. Ça changera pas. Thierry Marouane, encore merci. Des bisous, hein. Voilà. Et là, on peut passer à la vraie fin, du coup. Voilà. Alors du coup, tu me payes une RTT supplémentaire parce que là, je vais devoir remanier la description, c'est ça ? Oui, alors je prends sur ton taux horaire, voyons. Alors je rajoute 1 heure fois 0 €, ben voilà. En plus, vu comment elle a été inspirée, celle-là, ça doit me prendre 2 minutes de plus parce que j'ai pas fait du travail d'orfèvre cette fois. C'est la fin de la semaine. 3 films. Irrésistible, Les Parfums et Jumbo. Plus le 4e film, Chained, qu'on a rajouté en bonus après l'enregistrement de cette séquence. Vous l'avez bien compris. Bon, moi j'ai plutôt préféré l'américain. Ouais, dans le ressenti, ouais. Après, j'ai quand même, je pense que malgré tout, j'ai une énorme affection pour la volonté derrière Jumbo. Oui, alors... Même si c'est raté. Il y a une volonté de message, il y a une volonté esthétique aussi. Il y a peut-être une volonté de trop vouloir bien faire aussi. Ouais, non, c'est ça. Mais donc du coup, Jumbo reste quand même celui qui je pense, qui me marquera le plus. Pas forcément dans le bon sens, mais en tout cas celui dont je vais garder le plus d'images et le plus de souvenirs. C'est celui qui a le plus de personnalité. Ouais, oui, alors que pourtant, tu vois, comme on a vu avec Marwan, c'est aussi un patchwork énorme, donc tu vois, c'est marrant. C'est ça.
Voilà, donc est-ce que tu as une reco, un rattrapage ou quelque chose? Oui. J'en ai deux. Un bouquin qui s'appelle Moi, écrit par Elton John. Donc c'est son autobio que j'ai lu là en 3 jours. C'était assez fou. Voilà, bon, on savait pertinemment, on a vu Rocketman en plus, on sait pertinemment qu'Elton John, ça n'a pas été un saint, qu'il a vécu une existence assez folle. Et, mais le voir, lui, utiliser ces mots pour cracher à plus à mort sur toute cette espèce de caste musicale ultra hypocrite et de parler de tous ses combats et de parler de tout plein de trucs, enfin, ça rend le gars encore plus humain, encore plus sincère et... C'était fantastique à lire, ça j'ai beaucoup aimé. Et alors le deuxième, alors je vais pas encore trop en parler parce que c'est très nébuleux dans ma tête. C'est un film, j'ai découvert Sonotion, qui est un réalisateur japonais, qui fait des films assez barrés. Enfin, j'ai pas vu ses autres, donc je ne sais pas, mais il est quand même assez réputé. J'ai vu Guilty of Romance, qui est sur Outbuster, tiens donc. Mais je vais m'intéresser beaucoup au réel. Et c'est assez dingue. C'est l'histoire d'une nana qui est femme au foyer, donc la femme au foyer type qui doit absolument tout faire pour que quand son mari rentre, tout soit absolument parfait. Donc il lui parle à moitié, il en a rien à foutre de sa gueule. Mais il y a une espèce d'affection quand même entre eux. Elle vend des saucisses dans un supermarché la journée et elle s'occupe de la maison. Et en gros... elle va se découvrir une passion pour le sexe, en fait, tout simplement. Elle va se découvrir son corps et elle va s'intéresser à la prostitution. Et totalement tomber dedans. Voilà. Et ça va l'attirer, ça va lui plaire. Elle se rend compte que c'est un interdit. Elle se rend compte que c'est pas forcément bien pour son intégrité même physique. Mais elle se sent libre et elle va aller totalement là-dedans. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que c'est pas glorifié. C'est-à-dire qu'il nous montre la prostitution de la manière la plus sale possible. Il nous montre les pires clients, il nous montre vraiment un truc, sauf que le film nous dit clairement que ce qui compte malgré tout, c'est de se sentir libre, quels que soient les choix qu'on fait et quelle que soit l'implication morale que ça prend. Et j'ai trouvé ça assez fou. Voilà, c'est très graphique, c'est très violent, il y a du sang, il y a de la jute, il y a du sexe, il y a du nu, il y a plein de trucs, donc il faut quand même s'attendre à quelque chose d'assez assez prenant, mais c'était une sacrée expérience. Voilà. La version trash de Filles de joie? Ouais, sauf que c'est pas du tout c'est vraiment pas du tout le même débat. Je dis ça à cause du sujet. C'est tout. Et toi? Moi, qu'est-ce que j'ai découvert cette semaine? Alors, c'est une reco que je pique à Backlog, nos amis Winston et Fonz, qui sont aussi de PMT, qu'on avait reçus pendant le confinement, pendant les trucs à distance, qui parlaient dans leur reco aussi, donc voilà, que j'ai découvert, et du coup, je joue à ça dans le métro. Angry Birds. Non, c'est Un monde meilleur, point d'interrogation. Ça a été programmé pendant le confinement par Fibre Tigre, qui est podcasteur également. C'est très simple, c'est un petit site internet, on peut jouer sur le portable, Un monde meilleur. C'est en français ou en anglais. Et en fait, le principe, c'est qu'on est un voyageur temporel et on a la possibilité de modifier un événement historique. En fait, ça se présente, graphiquement, c'est juste une frise chronologique avec des dates. On nous montre des événements, on dit j'ai envie de modifier tel ou tel événement, par exemple l'invention de la roue. On peut choisir de répandre l'invention de la roue partout sur le globe et d'insister les pays les civilisations qui l'ont abandonnée à la garder, ou bien au contraire faire en sorte que celles qui l'ont adoptée l'abandonnent, ce genre de truc. On peut décider que Confucius ou Bouddha, Confucius ou que le bouddhisme disparaisse, ou au contraire soit répandu partout. On peut arrêter la peste noire, ou au contraire aggraver le truc. Il y a plein d'événements. On peut modifier la Révolution française, ce genre de truc. Et donc ça va y avoir une chaîne d'événements, voilà, qui va en découler. Et ce qui est marrant, c'est ça, c'est qu'on dit par exemple, si on veut booster la technologie de la radio, par exemple, ou au contraire l'étendre, ça fait pas la même chose. Si on booste la technologie de la radio, du coup on fait la radio intersidérale et donc du coup on contacte des races extraterrestres. Et voilà, ce genre de truc. Bon, après, ça a été codé par une personne pendant un temps relativement court, donc de temps en temps il y a des paradoxes temporels dans la partie qui apparaissent. On peut raser un pays, on peut détruire un pays, puis ce pays va conquérir le monde alors qu'on l'a rasé dans un truc plus tard. Bon, c'est des trucs, ça arrive, c'est pas trop gênant quand on sait que c'est un petit jeu. Et ce qu'il y a de marrant, c'est qu'il y a aussi un système de score, de karma, si on fait une utopie ou une dystopie. Et il y a un tableau de score, et donc on peut aller voir les timelines, les utopies, les uchronies des autres joueurs. Voilà. Sinon, là en ce moment, je suis en train de me rattraper en comics parce que DC a frappé assez fort. Urban Comics, DC, a sorti une édition pour appâter un peu. Et ils ont sorti des classiques, des histoires complètes. Donc c'est des gros albums, quoi. C'est du 300-400 pages, grand format, à 5 balles.
Là, tout à l'heure, là, on voyait, là, on traînait à la bibliothèque et puis on regardait dans la boutique et il y avait, par exemple, il y avait un album de Batman, je crois que c'est La Cour des Hiboux, et derrière le bouquin, il y avait marqué 40 € sur cette édition. Et bien là, je crois que dans la collection, dans les 10 ouvrages qui sont parus, je crois qu'il y a La Cour des Hiboux et qui est à 5 balles. Alors évidemment, l'édition est moins jolie, c'est du carton souple et il n'y a pas le quatrième de couverture n'est pas joli, voilà. Mais si on veut se lancer dans le comics et si on veut découvrir des histoires complètes sans vouloir se lancer dans un truc à je sais pas combien de numéros, c'est un truc qui peut être intéressant. Là en ce moment je me lis Red Son, c'est celui où qu'est-ce qui se serait passé si Superman était tombé non pas au milieu des États-Unis mais dans le bloc soviétique. Ah, c'est pas mal ça, c'est une bonne idée. Donc voilà, l'occasion de se mettre aux comics. Peut-être que Marvel fera la même chose. Qui sait ? Ils sont trop occupés à faire la campagne de Black Widow. Ça doit être ça. Bon allez, avant de partir, est-ce que on va remonter ça vite fait. Est-ce que tu as peut-être une petite reco ou un rattrapage cette semaine ? Je n'y ai pas pensé. En réalité, ouais, c'est vrai que ces derniers jours, je fais plus grand-chose à part parce qu'avec les tournages et tout, donc j'ai la tête un peu en feu. Mais le dernier film que j'ai vu, c'est Dark Waters, qui était assez merveilleux, qui prend conscience de pas mal de choses, même si en réalité on le sait toujours, hein. C'est toujours le côté biais cognitif où on veut toujours essayer de se dire que c'est pas grave, et quand on te met la merde dans le nez, bah, les usines pétrochimiques, le téflon, tout ça, et il y a Emmanuel DeVos qui arrive pour camoufler l'odeur. La boucle est bouclée. Allez le voir, parce que vraiment, en plus c'est produit et joué par Mark Ruffalo. C'est Todd Haynes, vraiment qui je trouve retrouve un peu de ses talents depuis avant Carol, parce que Carol je n'ai pas aimé, mais voilà, vraiment c'est très, très 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 bon, et c'est intense, ce n'est pas long pour un sou, peut-être à un moment donné ça perd un peu en rythme, mais ça sait raconter, ça sait traiter le sujet comme il se doit. On ne perd pas de vue le sujet comme on ne perd pas de vue la quête du héros, du personnage, et c'est toujours en subtilité, donc c'est vraiment à voir. Merci Marwan. Merci à vous. Bon, on te voit la semaine prochaine pour encore des... Est-ce qu'il y a des comédies françaises la semaine prochaine ? Non, il y a Scooby, tu viens pour Scooby. Alors là, même là pour le coup, j'ai avec grand plaisir. Vraiment, Scooby, c'est mon enfance. Scooby-Doo. Oui, je sais, je suis un Junes. Non, il me regarde bizarrement, c'est pour ça. Non. C'était notre génération à nous. Toi, t'as pas eu le même Scooby-Doo que nous. Hein. Non, mais dans le ventre non, je dois parler. Dans le ventre de ma maman, tu vois, je regardais Scooby, tu vois. Non, j'ai dit une grosse connerie. Non, mais ouais, mais c'était trop bien Scooby. Et non, mais je te parlais aussi des Scooby, les films avec Sarah Michelle Gellar. Avec Rowan Atkinson en méchant. Moi, quand j'étais gamin, je les ai vus, mais genre. Le concours de paix entre Sammy et Scooby-Doo, si ça dure un quart d'heure, non. Faut que je les revoie, parce que ça fait longtemps que je l'ai vu quand j'étais gamin, mais je les adorais, vraiment. Aussi, c'est ma reco aussi du jour. Tu voulais pas le garder pour la semaine prochaine ? Bon, tant pis. Tant pis. Et visiblement, quand tu dis ce genre de conneries, il n'y a personne qui vient faire du bruit à côté. Comme par hasard. Quand j'essaie d'être pertinent, il y a des gens. Et quand j'ai des conneries, le calme total. Allez, merci Marwan. Allez, ciao tout le monde. Bon, la prochaine fois, on aura Gabin pour parler d'un film. Bon, on n'a pas le droit d'en parler encore. On peut juste dire que ça se passe entre le printemps et l'automne dans les années 80. Voilà, ça se passe exactement entre le printemps et l'automne, et exactement entre 1980 et 1990. Oui. Voilà. Entre 84 et 86. Même. Si tu veux être plus précis, c'est ça, c'est entre 84 et 86. C'était Certains les machos, merci Thierry. Merci Thomas. Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur votre application de podcast préférée. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Pocket Cast et que sais-je encore. Vous pouvez également commenter l'épisode, partager l'épisode aussi sur les réseaux sociaux et nous retrouver aussi. Abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux, parlez avec nous, dites-nous ce que vous avez trouvé de bien dans l'épisode, ce que vous avez peut-être trouvé moins bien aussi, ça peut arriver. Donnez-nous votre avis. Twitter, Facebook, Instagram, @clahacpodcast, CLAAC podcast. À la semaine prochaine pour un épisode estival. C'est l'été. Bisous, 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 bisous.
Bonjour et bienvenue dans Certains l'aiment à chaud, l'émission qui renifle les films à la sortie. Ou qui hume les films à la sortie. Bah c'est plus facile parce que sinon j'avais bonjour et bienvenue dans Certains l'aiment à chaud, l'émission qui fait un tour de tourniquet avec les films à la sortie. Ou qui décroche le pompon des films à la sortie. Qui regarde des films sur un manège. Oui. Ah bah on peut essayer, hein, c'est une expérience. Hein. T'en as qui regardent bien des films dans le métro donc. Bonjour et bienvenue dans Certains l'aiment à chaud, l'émission qui décroche le pompon des films à la sortie. Qui a attrapé la queue de Mickey des films à la sortie. Pas de Disney aujourd'hui, non, désolé. Bon, je verrai laquelle je garde au montage. T'as ce qu'il faut, je crois. Et en fait, je pense que la transition depuis la semaine dernière, c'était parce que j'étais pas là la semaine dernière parce que le Artemis Fall et les 365 DNI, c'était de trop, mais de trop pour moi. Là, j'avais besoin de récupération. C'est pour ça que tu te balades comme un vieux péteux avec les cahiers du cinéma là. Ah bah il faut, hein, parce que Artemis Fall, faut essayer de faire un peu la transition, de dire ouais bah tiens, oui je lis du cinéma français avec des gens à poil, oui c'est ce qu'il faut faire, hein. C'est le dernier numéro de juin. C'est le dernier numéro et il y a des vrais journalistes dedans ou comment ça se passe maintenant? Ils sont un peu moins vénères, mais ça reste intéressant. On sent qu'ils sont un petit peu en inquiétance avec l'état en place, mais en vrai ça... Ouvre une page au hasard pour voir. Kenneth Branagh nous en joue et est au sommet de son art avec Artemis Fall. Ouais, ils ont dû changer la ligne éditoriale. Ouais. Y a pas une poubelle s'il vous plaît les gars. Ils ont changé la ligne. Un auteur parmi les auteurs. Kenneth Branagh. En tout cas, tu vois, contrairement à Beetlejuice, à Biggie Smalls et à tous les trucs et à Candyman, quand tu dis 3 fois Kenneth Branagh, il commence à pleuvoir. C'est ça. Bon, sinon on a une émission. Vous avez pris votre ticket. En avant petit pilote. Attachez vos ceintures, c'est parti pour un tour. C'est parce que quand... Non, te justifie pas, ça c'est bien. T'as jamais pris le petit malège là, le tourniquet, tout ça là? Ouais. Ça remonte à trop longtemps pour moi. Hein. Et là maintenant, après avoir vu Jumbo, j'ai plus envie d'y retourner. Hein. Where are you?